Le Grand Matin Sud Radio. Le duel politique. Merci d'être avec nous, les 8h44. On n'est plus dans un duel, on est dans un débat, puisqu'il y a 3 personnes, avec Laurent Mauduit de Mediapart, Yves de Kerdrel et Marc Hendevel, qui est le journaliste et auteur du livre Le Grand Manipulateur, les réseaux secrets de Macron aux éditions Stock. Oui, alors on en parlait tout à l'heure avec vous, Marc Hendevel. Vous décrivez tous les réseaux qu'a utilisé Emmanuel Macron. Il a utilisé et un peu jeté, c'est ce que vous dites. Est-ce que Yves de Kerdrel, Laurent Mauduit, vous connaissez bien aussi tous ces réseaux. Est-ce que c'est juste que pointe du doigt Marc Hendevel ? Yves de Kerdrel. Je vais me lancer. À lire le livre de Marc Hendevel, d'abord on apprend énormément de choses, parce que c'est un bottin. Bien sûr. C'est un bottin de tous les soutiens d'Emmanuel Macron. Et justement, en lisant et en voyant le nombre de noms qui sont cités, quand Emmanuel Macron se targue d'être entré par effraction dans le monde politique, mais non, il a été porté par toutes les forces possibles et imaginables. Qui ont misé un peu sur lui, qui aussi. Qui ont misé sur lui, c'est ce que Marc te disait tout à l'heure. Oui. Mais on retrouve absolument, mais tout le monde, le wouzou, tout le wouzou des affaires, de la politique, des réseaux plus ou moins occultes, il y a pas de nouveau monde là-dedans. Il y a du très très vieux monde. Laurent Mauduit. Oui, dans la bonne tradition du journalisme, Marc accumule les faits, de sorte que ses lecteurs puissent en tirer la morale. Donc, mais quelle est cette morale ? La première, c'est celle-là. C'est en fait, moi je trouve que Macron est toujours resté le banquier d'affaires qu'il a été au début de sa trajectoire. Banquier, roublard, menteur. Alors moi, il y a toujours une anecdote qui n'était pas du dernier livre de Marc, du livre d'avant, où Marc raconte dans quelles conditions... L'ambigu Monsieur Macron. Oui, dans quelles conditions Macron avait trahi la société des rédacteurs du Monde parce qu'il travaillait pour eux, alors qu'en fait il était secrètement dans le camp d'en face. Or, quand vous regardez ce qu'a été ensuite la trajectoire politique de Macron, vous vous rendez compte que le mensonge est au cœur de son comportement. Moi, je l'ai sur Mediapart beaucoup documenté dans l'affaire de la privatisation de l'aéroport de Toulouse, où il a menti à plusieurs reprises. Dans d'autres démocraties... c'est du mensonge ou c'est de la... Non, c'est le monde des affaires. Mais c'est le monde des affaires. Mais quand dans le monde des affaires aux États-Unis, vous mentez comme il l'a fait dans le cas de Toulouse, vous êtes éjecté de la vie publique. Le mensonge dans la démocratie américaine marque une carrière, marque un point final à une carrière. Donc il y a cet aspect-là, c'est le premier aspect. Et l'autre aspect, c'est la morale de l'histoire, c'est l'isolement. Et du même coup, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure lors de l'éditorial, c'est qu'en fait, on sent bien que la seule force de Macron, dans cet isolement, il génère des détestations, et sa force, c'est malheureusement la violence des institutions de la 5e qui permettent à un homme seul, même isolé, même avec un parti très fragilisé, il arrive à tenir. Oui. C'est du véritable mensonge, Marc Hendevel, de la part d'Emmanuel Macron, ou c'est de la manipulation, puisque c'est le titre de votre livre. Oui, alors, dans la manipulation par rapport à l'image du banquier d'affaires, effectivement, il a une pratique politique très liée à son parcours chez Rothschild. C'est-à-dire, il n'a pas hésité dans son parcours politique à utiliser des réseaux totalement opposés, en cloisonnant souvent et en les jouant les uns contre les autres. Donc ça, c'est exactement ce qu'il a fait par certains deals d'affaires. Donc là, il y a un très très fort cynisme. Et pour rebondir sur la remarque de Laurent Mauduit sur le mensonge, effectivement, dans le monde des affaires, pour séduire, on n'hésite pas à mentir. Et il a continué à faire ça, y compris dans le monde politique, y compris vis-à-vis des Français. Et ça transparaît également auprès de ses collaborateurs. Il y a d'ailleurs Sibeth Ndiaye, l'ancienne conseillère presse du président de la République, qui avait confié à l'Express en juillet 2017 qu'elle n'hésitait pas à mentir pour protéger le président de la République. Mais on l'a vu également sur l'affaire Benalla cet été, et depuis tous les mois, les communicants du président de la République n'ont pas hésité à mentir, voire à trafiquer des vidéos comme Le Monde l'a montré. Et effectivement, il est dans un cynisme de communication et politique extrêmement fort. À propos du mensonge,
et lié au métier de banquier d'affaires. Je rappellerai cette anecdote. Parce que Yves le connaît beaucoup mieux que nous. Il a siégé dans la même commission que lui. C'est vrai, vous étiez dans la commission Attali, dont d'ailleurs j'ai appris dans le livre de Marc qu'il le traitait de pipoteur. Oui. Voilà. Attali traitait qui déjà pipoteur Emmanuel Macron traite maintenant Jacques Attali de pipoteur. Voilà, ce qui est quand même une bonne manière de renvoyer l'ascenseur. Ah bah oui. Voilà. Et sur le côté banque d'affaires, ça fait écho à une remarque du grand ami de Laurent Mauduit, Alain Minc, qui disait, mais de toute façon, je lui ai conseillé d'aller chez Rothschild parce que c'est un métier de pute. Ah oui. Voilà, c'est un métier de pute. Il faut mentir, il faut faire etc. Et on retrouve effectivement ça. Ça, vous le racontez dans votre premier livre, Marc Andevelde, où Alain Minc a conseillé, me semble-t-il, donc à Emmanuel Macron d'aller gagner de l'argent avant de se lancer en politique chez Rothschild. Je ne sais plus si c'est vous qui le racontiez. Oui, je rapporte l'anecdote, mais effectivement, il y a plusieurs faits qui se sont penchés sur le berceau d'Emmanuel Macron pour entrer chez Rothschild. Oui. Alors, après, il y a cette question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a bénéficié de soutien, et notamment financier, pour pouvoir monter sa campagne, Emmanuel Macron. Ça, vous l'évoquez, vous tournez autour du sujet sans vraiment le dire, Marc Andevelde. Moi, ce que j'ai découvert, une chose qui est totalement établie, c'est que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, aussi parce que c'est dans le cadre légal du financement de la vie politique, 7 500 € de dons au parti, 4 600 € aux candidats, les plafonds autorisés, des dons personnels. Finalement, même s'il a eu le soutien de très grands patrons, en décembre 2016, donc on est 4 mois avant le premier tour, l'équipe d'Emmanuel Macron n'a récupéré que 5 millions d'euros, ce qui n'est pas suffisant pour une campagne de son, entre guillemets, standing présidentiel. Et l'autre élément très factuel que j'ai réussi à démontrer, c'est qu'ils avaient parié sur le déblocage de prêts bancaires, notamment de banques pourtant plutôt relativement proches et amies, parce que travaillant notamment avec des gens de Rothschild, et bien finalement ces prêts bancaires, il ne les a obtenus que très tardivement au mois d'avril. À mon avis, ça révèle une chose, c'est que on voit bien l'une des raisons de l'émergence de Macron, c'est la crise historique et la disparition du Parti socialiste. Mais aussi à droite, la crise est de même nature. Je veux dire, les milieux d'affaires ne vont pas spontanément au début vers Macron. Je veux dire, Henri de Castres, il était proche de Fillon. Beaucoup étaient proches de François Fillon. Beaucoup proches de Fillon. Martin Bouygues. Et c'est par défaut. Donc, c'est cette crise historique et de la gauche et de la droite qui fait que lui-même le dira. Voilà, j'ai gagné par effraction. Mais ça dit quelque chose de la crise du système politique français. Oui. Cela dit, il a une stratégie délibérée, Emmanuel Macron, d'accéder quand même au pouvoir. Est-ce que c'est en préparant cette campagne, l'année 2014-2015, quand il est à l'Élysée, puis ensuite à Bercy, qu'il se rend compte que tout est possible, ou est-ce que finalement c'est un peu le hasard ? Ah non, je l'expliquais déjà dans le premier livre, il part à la présidentielle de 2017 dès 2015, donc alors qu'il est ministre de l'économie. Donc quand je dis il part, c'est qu'il prépare déjà ses équipes pour y aller dès la présidentielle de 2017. À l'époque, quand je l'expliquais, il y avait beaucoup de commentateurs politiques qui étaient sceptiques, mais c'était le cas. Et puis, par ailleurs, ce que je démontre dans le nouveau livre, c'est qu'il a préparé son ambition politique encore plus tôt. Mais effectivement, une de ses tactiques, parce qu'il a eu effectivement beaucoup de chance avec une situation politique assez incroyable en 2017, mais il a réussi à investir tout un tas de réseaux de pouvoir, notamment je pense à l'agence Havas par exemple, qui étaient parfois proches de ses ennemis politiques, et il l'a fait pour assécher la concurrence politique également. Et ça, il l'a fait d'une manière très méthodique. Et il est poussé aussi en cela par Brigitte Macron, parce qu'il y a une réunion que vous racontez où on parle de 2022 et Brigitte Macron dit non, ce sera trop tard. Oui, ça sera trop tard. Elle a cette phrase, je l'ai plus en tête exactement, mais très crue et très cruelle, où elle dit le problème c'est ma gueule, et parce que voilà. 2022, ce sera trop tard. Il faut aller en 2017. Il faut aller en 2017. Oui. Vous vouliez rajouter quelque chose sur Non. Je ne veux pas ramener le débat à mes propres obsessions personnelles, mais je me dis que dans la vie publique, tous les hommes politiques ont forcément des réseaux. Et bien sûr. Le fait qu'un homme politique passe devant ce qu'on appelle une tenue blanche du Grand Orient, des francs-maçons voilà, c'est dans la vie publique ordinaire. Moi, j'ai ce sentiment qu'il y a un phénomène de plus chez Macron que l'usage des réseaux.
c'est aussi, il est le symbole d'un aboutissement, d'une mutation, une sorte de mélange public-privé. C'est ça qui est très fort, je trouve, dans son parcours. Oui, Marc Andevelde. Mélange public-privé, et il dit « je me suis fait tout seul », mais en fait, il doit quand même beaucoup de choses à beaucoup de gens, déjà. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et donc on retrouve les mélanges public-privé, et sur tout un tas de dossiers industriels, documentés d'ailleurs par Laurent Mauduit, on peut se poser des questions également sur on va dire le respect ou le souci de l'intérêt général sur les décisions qui sont prises au plus haut niveau de l'État. Oui. Et là, on se retrouve dans le schéma de la Ve République où effectivement le président de la République conserve quand même énormément de pouvoir. Et puis vous évoquez aussi largement, très largement, on n'en a pas encore parlé, mais l'affaire Benalla et puis l'ensemble des réseaux d'Alexandre Benalla, et vous dites qu'il a un rôle majeur, quand même beaucoup plus important sans doute que ce qu'on. Il a été présenté au début de l'affaire Benalla, en parlant d'Alexandre Benalla comme un garde du corps. En fait, il avait d'autres missions à l'Élysée, notamment il s'occupait des déplacements présidentiels et même des déplacements, une partie des déplacements à la campagne, à l'étranger. Je relate tout un épisode lors du voyage en Algérie où effectivement. Ah oui, ça commence par ce voyage en Algérie. Oui, Alexandre Benalla fait partie du voyage. Et ce que je démontre, c'est bien que d'origine marocaine, il a également des très forts contacts en Algérie, Alexandre Benalla. Il a tout un tas de connaissances proches des réseaux d'affaires franco-algériens et algériens. Et voilà, et Macron, dans son ascension, et notamment pendant la campagne présidentielle, il a rencontré tout le monde. Et parfois, je pense qu'il a pu, entre guillemets, en rencontrant tout le monde, il a pu prendre quelques risques personnels. Oui, quand on écoute ça, c'est peut-être sa seule vraie fidélité pour une partie cachée. À d'autres amis très proches, il n'a pas été fidèle. Oui. Avec un Jean-Pierre Jouyet. Jean-Pierre Jouyet, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, avec cette trahison. Qui se morfond maintenant. Et dont il disait que c'était son père. Son père. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois me dire que c'était son père. Oui. Conclusion avec une auditrice Ben. C'est un auditeur. Oui, c'est un auditeur. C'est Ben Delero qui voulait réagir. Bonjour Ben. Bonjour Ben, vous vouliez réagir. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous les invités, bonjour à Cécile. Je voulais réagir, d'abord je voulais quand même porter une analyse, à savoir que Macron, c'est une élection qui est surréaliste. Oui. Je veux dire, on n'a jamais vu une élection présidentielle dans la Ve République où on a un président sortant qui démissionne, qui ne se représente pas. On a un candidat à l'élection qui est embourbé dans des affaires et on a un candidat qui se retrouve seul face à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon. Alors évidemment, tout le monde va s'engouffrer vers Macron. Moi-même, j'ai voté Macron par défaut face à Marine Le Pen. Donc on a un président qui est en place, mais en fait on ne sait pas s'il est de droite et s'il est de gauche. C'est on a une petite idée quand même. Oui, petite idée, mais il y a beaucoup plus de droite sans doute en ayant travaillé avec la gauche. C'est ce qu'on apprend en tout cas dans ce livre qui est formidable. Je vous le conseille, Le grand manipulateur de Marc Andevelde. C'est aux éditions Stock, les réseaux secrets de Macron. Merci d'être venu avec nous. On vous réinvitera aussi dans de nombreuses émissions évidemment sur Sud Radio. On va poursuivre. Merci Laurent Mauduit. Merci Yves de Kerdrel. On poursuit. Et oui, on poursuit. On parlera communautarisme dans quelques instants avec l'incident dans un bus de la RATP dont le conducteur a refusé à une jeune femme qui avait une jupe trop courte de rentrer dans le bus. Donc vous pourrez commenter sur Twitter #Sud Radio Matin. Ça commente déjà beaucoup. Oui, et bien sûr nous appeler 0826 300 300. On sera avec l'ensemble de nos invités dans quelques instants. Il est 8h58, c'est le Grand Matin Sud Radio.